voyage d'aventure, ou du moins dit d'aventure, même si d'aventure ils ont que le nom. Et suite à un reportage sur RT, j'ai eu envie d'aller dans cette région. Nous nous retrouvons dans le ciel d'Éthiopie, dans un hélicoptère de l'armée éthiopienne. Il n'y a pas d'autre solution pour aller à 60 km, un petit peu plus loin, sur un site qui s'appelle Daloy, qui est, paraît-il, extraordinaire. Alors, Jacques, Daloy, ça ressemble à quoi? Ah ben Daloy, c'est une espèce de géode de cristaux en plein milieu de la plaine de sel. On va atterrir au milieu de nulle part, c'est ça? Oui, c'est tout à fait surprenant parce qu'on est au milieu du désert où il n'y a rien. Et là, on va voir une oasis de couleurs, de bruit aussi. Et c'est tout à fait surprenant. Cette destination, que l'on pourrait même qualifier un petit peu de destination à risque, tout d'abord au point de vue géographique, parce qu'il s'agit d'un désert de sel qui est situé à moins 140 mètres au-dessous du niveau de la mer. C'est une région qui se trouve en plein territoire afar, à la frontière de l'Érythrée, qui est encore actuellement gardée par les soldats de l'ONU. C'est une zone de conflit pratiquement permanente, même si la guerre entre l'Érythrée est terminée depuis une huitaine d'années. C'était le but de ce voyage, une première. On ne pouvait pas se permettre de louer un hélicoptère comme faisaient les expéditions précédentes, et nous avons décidé d'y aller à pied. Ben, le début, c'est vraiment le départ de la civilisation quand on part de Mekele, de cet petit hôtel. Et puis qu'on commence à prendre le 4x4 et là on arrive vraiment dans des zones désertiques qui commencent à être désertiques, avec quelques petits arbres, des petites chèvres dans les arbres qui essayent de grappillonner des feuilles, ces femmes qui portent de l'eau. Bon, c'est toute une découverte. Moi j'avais les yeux grands ouverts sur tout ça. Au début, c'est une piste. Après, on prend le lit d'un oued. Donc là, c'est beaucoup plus sportif même, très sportif, avec pas mal d'alignements de cailloux pour pouvoir faire passer le véhicule. C'est des gros cailloux qu'il faut franchir. Alors on a un véhicule extraordinaire qui arrive quand même à faire des choses qu'on n'aurait jamais imaginé, mais il faut toujours sortir de la voiture, essayer damer un peu la piste avec des cailloux pour franchir les obstacles. Ouais, c'est très très impressionnant. Virginie montait dans la cabine, tenait l'accélérateur. Gilbert donc cédait le volant, venait avec nous pour faire la piste, remontait dans le 4x4. Virginie lui céder la place et puis donc on enchaînait comme ça.
ça se passe bien et mal à la fois, puisque de toute façon on est obligé de supporter les aléas, je dirais, du terrain, donc on saute plus qu'autre chose, d'accord, on est mal assis, on est bousculé à droite et à gauche, mais ça se passe bien. Si vous avez des compagnons agréables, ça se passe toujours bien. On part dans l'oued, voilà. Et là on est lâché dans un autre monde en fait. On n'a plus rien qui nous attache. Il peut arriver quelque chose, ça peut être dangereux. Là on part vraiment à l'aventure. Après avoir quitté ce canyon, nous sommes arrivés sur un plateau, une étendue plane, à perte de vue. Et là, Gilbert s'est fait plaisir. Il nous a fait une démonstration dans le style Paris-Dakar. Moi, je suis privilégiée entre guillemets parce que je suis à côté de Gilbert, je suis côté conducteur, ils m'ont mis du côté conducteur. Donc, je suis peut-être un petit peu mieux assurée, disons, que les autres. Et on discute un peu avec Gilbert. J'ai directement vu sur la piste et sur ce qui va se passer. Gilbert est un ancien militaire qui a servi à la militaire professionnelle, bien sûr. Il était officier de renseignement. Il a servi surtout au Tchad et à Djibouti. Il était rigolo parce que, en tout cas avec moi, comme on était à côté dans la voiture, et je me rappelle qu'à un moment donné, on avançait un peu plus dans le désert en 4x4 et à un moment donné, il me pose la question, est-ce que tu as peur de mourir ? Il voulait tâter un petit peu le terrain, savoir où j'en étais avec ça, au cas où il y a un pépin, et puis comme je suis une fille, il y avait quand même le côté un petit peu, faudrait pas qu'elle nous emmerde celle-là. Gilbert donc est rodé à ce genre d'expédition, bien que c'était la première fois qu'il se rendait dans cette zone. Donc il y avait des grosses réserves au point de vue eau, parce que l'eau potable est un très gros problème. Au point de vue sécurité, nous étions équipés d'un téléphone satellite et tout ce qui était nourriture a été assuré par Gilbert. En tout cas, c'est quelqu'un qui a l'habitude de tout ça. Il a fait des expériences pour connaître la résistance du corps dans des lieux un peu extrêmes comme ça. Je dormais toujours à côté de lui et à côté de Lionel. Et un jour, il m'a montré qu'il y avait un coupe-coupe au cas où il y ait quelque chose. Lorsqu'on se rend donc après de Béré Allé jusqu'à Ahmed Allé, qui est le dernier village justement où vivent ce qu'on appelle les forçats du sel. Ce sont des afars qui extraient le sel et qui depuis des millénaires forment des caravanes, c'est très spectaculaire, de plusieurs centaines de chameaux qui sont chargés avec des plaques qu'ils extraient par des températures supérieures à 50 degrés. Et ensuite qui remontent donc sur Djibouti ou sur l'Érythrée pour faire du truck. Les chameaux portent ce sel qui est en plaques d'une dizaine de kilos chacune. Ils portent ce sel jusqu'à Mekele, qui est une grande plaque tournante de distribution du sel. Nous avons bivouaqué pour la première nuit dans ce village, à même le sol, au pied du drapeau et avec les policiers. Question de sécurité. Une natte achetée à 10, tu déroules ta natte, bon t'enlèves quelques cailloux quoi, et puis tu dors. Le second bivouac
a lieu donc au tout dernier village. Il n'y a aucun problème pour coucher dehors, vu la température, mais surtout l'effet du vent. Donc pour la nuit, accolé à une cabane, nous montons un filet anti-chaleur, mais qui nous aura surtout protégé du vent, mais pas des chats qui toute la nuit, en période d'amour, nous ont créé un concert magnifique. Il faut essayer de s'endormir avant les premières mouches, quoi. Parce que tu as toujours quelques mouches qui arrivent avec le semblant de fraîcheur. Enfin, on dort en tout cas, encore une nuit à la belle étoile, dans ce village, où il y a je me rappellerai toujours, il y a un grand congélateur avec du coca frais. Nous savons au départ que de toute façon aucun véhicule peut aller jusqu'à Dallol. On sait qu'on peut y arriver à pied, les affaires le font, donc il n'y avait aucun problème, mais on ne savait pas dans les conditions dans lesquelles elles le faisaient. On le fait en 2 jours, d'accord, donc c'est très court, donc je dirais on a besoin de peu de nourriture, mais beaucoup d'eau. Ce doit être des dromadaires et en plus ce sont des bêtes qui ne se montent pas. Donc comme ça on est tranquille, de toute façon il faudra qu'on fasse tout à pied, même si on a une faiblesse, on ne pourra pas compter sur eux pour nous porter. Les chameaux généralement qui suivent derrière ou de temps en temps qui passent devant, vous suivez ou à côté les chameaux. Un chameau a un pas très ressemblant à l'homme, si ce n'est qu'il est très régulier entre 5 et 6 km/h. Donc si c'est plat, il a même une tendance à aller un peu plus vite que l'homme. C'est des bêtes qu'on adore parce qu'elles nous portent l'eau, elles nous portent ce qu'on va manger, elles nous portent notre paillasse pour dormir. Elles n'ont pas besoin de boire d'eau, enfin elles sont extraordinaires quoi. Elles sont très moches et elles font des drôles de bruit, mais vraiment elles sont indispensables dans le désert. C'est vraiment, sans elles, ouais, on a l'impression d'être vraiment rien sans elles quoi. Après avoir quitté ce village, c'est une piste pendant environ une dizaine de kilomètres que nous avons fait à pied, parce que nous avons laissé donc notre 4x4 avec un gardien dans ce village. Au bout de 10 km, nous avons commencé à arriver dans une espèce de no man's land, une étendue de sel rose, parce que le sel a cette couleur à cause du fer qui se trouve dans le sous-sol. La température là avoisine plus des 50 degrés et surtout c'est un vent très très violent qui brûle les poumons parce qu'il est chargé de sel, irrite les yeux, pique la peau. On rentre très rapidement sur un désert salé, sur des plaques et des croûtes de sel. Et au fur et à mesure que nous avançons, vu que de toute façon on avance dans la journée, le sel se transforme et devient de la saumure. Donc on fait de plus en plus attention pour pouvoir marcher, parce que de toute façon vous avez des flaques d'eau quand même relativement importantes et profondes. Sous nos pieds, il y a une épaisseur de 2000 mètres de sel. Cette épaisseur vient du fait que la mer a pénétré plusieurs fois cet endroit au cours des milliers ou des millions d'années, et chaque fois qu'elle se retirait, elle laissait un dépôt de sel. Il y a des résurgences d'eau le matin, et donc on est un peu sur des sables mouvants, un peu du terrain un peu spongieux, et donc je suivais bien les traces des chameaux pour me dire que eux au moins ils s'étaient pas enfoncés, donc moi je m'enfoncerai pas. Ce qui est très joli, c'est cette croûte de sel qui forme des hexagones. C'est très 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 joli à voir. Maintenant, à marcher dessus, c'est quand même un peu moins. C'est un paysage, le soleil est quand même relativement haut. Il fait très chaud, donc on a un voile en permanence devant les yeux,
qui nous cache vraiment, c'est normal avec l'évaporation du sel, etc. Donc vous avez un voile et qui vous cache quand même, je dirais, au loin, ce qu'on pourrait appeler quelques petits reliefs. Avant de partir, j'avais eu l'idée d'emmener des parapluies. Non pas pour la pluie, mais pour se protéger de la chaleur. Et ça s'est avéré une excellente initiative. Sauf lorsqu'il y avait beaucoup de vent. Par contre, de 6h jusqu'à 10h du matin, ils ont été d'une protection remarquable. La parapluie, ça peut paraître ridicule et c'est un très bon élément. Très bon élément parce qu'on évite le soleil, etc. Ça veut dire qu'un échauffement de la boîte crânienne quand même importante parce que même quand on a un bob ou un chapeau ou n'importe quoi, vous n'évitez quand même pas le soleil. On essaye de suivre tous les points qu'on puisse avoir d'ombre. Ça veut dire que quand on arrive à peu près à 3 heures de marche, vraiment de Dallol, c'est fini, il n'y a plus de points d'ombre, c'est terminé. On marche peut-être 2 heures, et là on s'arrête, et on va s'arrêter 3-4 heures à plus pouvoir rien faire, c'était infernal. Du coup on s'est dit, on va mettre plus de temps que prévu, parce que là, en plus on avait trouvé de l'ombre, mais après il n'y en aura plus. On a dormi au bout d'une espèce de piste qui servait à l'exploitation minière qu'il y avait juste sur le côté. Nous avons déchargé les chameaux. Nous nous sommes installés au pied d'une colonne de sel. Il y avait un petit peu d'air, il y avait une espèce de vent qui se levait dès que le soleil tombait, à 18h, et qui faisait quand même un peu de bien malgré tout. Je crois qu'on s'est levé à 5h du mat et on est parti donc dans la foulée, et à 5h du mat il faisait déjà plus de 30 degrés. L'approche à pied est quelque chose, c'est vraiment humain. T'as pas le côté mécanique qui te déverse sur un endroit en création ou en perdition. C'est-à-dire là, toi tu le vis, cette approche, toi tu la vis, quoi. Et nous, on part uniquement avec un très petit sac à dos, avec de la nourriture et de l'eau. Quand on est arrivé, quand on est rentré dans le premier canyon, il y avait donc des cheminées de fées et il y avait des oiseaux. Je dirais hirondelles parce que ça se déplaçait très vite, mais il y avait des oiseaux. On est au fond de la mer en fait. On est au fond d'une mer qui a disparu, qui est même venue plusieurs fois et qui a disparu. Et donc on a ces grandes cheminées de fées qui sont des grandes cheminées de sel, avec un peu de terre au bout de tout ça. Et là on visite un petit peu la mine qui avait été des exploitations qui avaient voulu se faire. Et enfin c'est des conditions de vie qui sont inhumaines quoi, complètement. Dallol est un volcan, aussi bizarre que cela puisse paraître. Il s'agit d'un volcan sans cheminée qui s'élève à moins 48 mètres au-dessous du niveau de la mer. Il est entouré d'une zone géothermique. C'est une île de sel, de rochers de sel. Et est cerné par les hauts plateaux éthiopiens qui culminent à plus de 2000 mètres. Lors de la saison des pluies, notamment en novembre et décembre, les eaux de ruissellement ressurgissent dans cette zone qui est inférieure au niveau de la mer. Cette eau donc s'infiltre dans le sol. Comme c'est une zone volcanique, elle est en contact avec le magma et elle ressort sous forme de fontaines à 70 degrés et des fontaines surtout faites d'acide sulfurique. Les vapeurs traversent différentes couches de sel
traverse différentes couches d'eau, remonte sous forme de vapeur et en fin de compte crée cette atmosphère unique. Cette dernière éruption date de 1926. Mais c'est une région qui est très très peu connue, d'ailleurs même actuellement, dans les livres de géologie ou les livres traitant de la vulcanologie, on trouve très très peu de choses sur Dallol. Il me semble que c'est 1926 que ça a dû sortir, mais sortir sous quelle forme, parce que déjà on la voit sortir, on la voit par des petits geysers. Ça glougloute, ça bouillonne, ça crachouille un peu, donc ça sort. Mais c'est pas le volcan comme on l'imagine, avec une éruption, avec des coulées de lave, avec une caldeira. Je dirais c'est le volcan humain parce qu'on peut marcher dessus, on peut le toucher, mais c'est le volcan qui peut être un peu traître, quoi, parce que tu marches sur une petite bordure de sel, si elle s'effrite, tu mets le pied dans une marmite d'acide. Là, c'est une véritable surprise parce qu'il y a des couleurs vert, jaune, fluorescentes, turquoise, extrêmement dangereuses parce que de temps en temps, quand il y avait un peu d'air, quand le vent tourne, etc., et que vous respirez, on a des difficultés quand même à respirer, c'est quand même cuisant. C'est du vert, c'est du jaune, c'est du rouge, c'est du blanc immaculé. Il y a du rose aussi parce qu'il y a des espèces de lacs qui sont rosés avec des fleurs on a l'impression que c'est des fleurs ou des coraux qui surmergent. Il y a des petits œufs blancs immaculés avec de la vapeur. Il y a ce vert de lac d'acide chlorhydrique ou sulfurique. Voilà, donc oui, c'est... Puis tu vois des rouges, mais de tous les rouges possibles. Rouge vermillon, rouge ocre, rouge de... C'est extraordinaire. Les jaunes, pareil. Et tu dis, mais est-ce qu'on est sur Terre ou est-ce que j'ai été téléporté dans un autre système que je connais pas et très très vite, quoi. Ça bouillonne, ça glougloute. Alors il y a des fantômes aussi qui apparaissent là, des stalagmites, voilà, qui sont là et qui c'est elles qui bouillonnent en fait. Et ce bouillonnement fait descendre l'eau ou l'acide sur la stalagmite et forme cette forme, on va dire, de sel, hein, parce que c'est que du sel. Et ouais, c'est elle qui bouillonne avec bien sûr dans les lacs. Pour passer Dallol, donc pas de masque. Par contre, moi je m'étais fait un point d'honneur à être toujours en pantalon, toujours chemise longue et avec un chèche. Parce que quand les vapeurs étaient un peu trop insistantes, hop, je me couvrais le nez avec le chèche, quoi. On a cette odeur qui est vraiment désagréable. Qui fait mal au nez, et qui fait mal au sinus, et puis une chaleur parce qu'on arrive finalement, on arrive au zénith quasiment, donc une chaleur torride dans tout ça. Bon, il y a cette partie très poétique où ce jeune au dread là justement, qui fait peur, hein, mais qui se met à chanter comme ça. Dans un endroit un petit peu reculé, on l'entend, il y a quelque chose de poétique et de féerique à la fois. Je dirais que la chaleur, on l'a oubliée, on court un petit peu à droite, à gauche, on va dire, à vouloir tout voir. Tu sais pas où tu te situes. T'as pas de comparaison terrestre, t'as pas d'équivalent, et toi t'es au milieu de ça, tu marches dans des endroits où on te dit dangereux, mais tu les penses fragiles, donc pas spécialement dangereux, mais tu t'aperçois que si tu mets un pied un petit peu à côté, ça peut être dans une marmite d'acide qui est à 68 degrés et qui a un pH proche de 0, voire en dessous de 0.
le sol est friable, il y a des solfatares, et il faut surtout éviter de mettre le pied dans des vasques à 70 degrés, et encore plus, c'est de l'acide sulfurique. Tu vois de l'acide chlorhydrique, 100% chlorhydrique, quoi. Si tu trempes ton papier pH, il ressort rouge. Il ressort rouge à faire pâlir le prof de physique, quoi. La lumière est vive. Le matin, tu as besoin de tes lunettes de soleil et tu les gardes jusqu'au soir. Est-ce que c'est dû au fait que les vapeurs donc, attaquent aussi un petit peu l'œil, mais tu as besoin de lunettes de soleil, quoi. Et puis bon, cette lumière qui se reflète sur un verre jade, boum, ça te renvoie plein les yeux, quoi. On est arrivé grosso modo à 9h30, vraiment sur le site de Dallol. Et c'était trop tard 3 heures. Je pense que c'était trop tard 3 heures. Et ce qui nous a obligés, grosso modo, à 11h, 11h30, vraiment de se mettre à l'ombre parce que c'était vraiment, tout était brûlant. On comprend très très vite qu'il faut passer à Dallol, mais qu'il ne faut pas spécialement rester, quoi. Dallol, nous y sommes restés vraiment peu de temps parce que nous ne pouvions plus résister à cause de la chaleur, des vapeurs. Nous n'avions pas de masque à gaz. Nous y sommes restés une grosse demi-journée. On a trouvé un petit peu d'ombre au pied de rochers qui étaient là, tout bénéfiques, et c'est là où on retrouve nos chameaux et où on est bien content parce qu'ils nous apportent l'eau. Et effectivement, on se repose parce que le corps en peut plus, le corps est très très vite fatigué, c'est assez impressionnant. Remarquez que on buvait 11 litres d'eau à peu près par jour. Sans qu'on transpire ou voilà, sans que les reins fonctionnent, voilà. La difficulté à Dallol est de trouver de l'ombre. Il existe comme des icebergs de sel. Et donc, on a passé l'après-midi à l'ombre donc cet iceberg parce que on était dans l'impossibilité de continuer à rester en plein soleil. On sort une bouteille d'eau, on dit tiens, on va mettre un sachet de thé dans la bouteille, on met le sachet de thé, on met la bouteille d'eau au soleil, effectivement ça avait infusé, quoi. Donc moi j'ai pris ma montre et j'ai mis ma montre au soleil, j'étais à 58 degrés. Lorsque nous sommes partis, nous avions 250 litres d'eau. Inutile de dire que cette eau, au bout d'une demi-journée, elle a le goût de plastique, surtout que la température avoisine et dépasse les 50 degrés. Et il ne faut pas oublier qu'il faut boire au minimum 8 litres d'eau par jour. On ne sait pas d'où vient trop l'eau et déjà avec un goût très bizarre. Elle est stockée dans des jerrycans plastiques qui eux ont aussi déjà un goût bizarre. Donc ce qui veut dire c'est que pendant 2 ou 3 jours on boit une eau primo qui avoisine entre je dirais 30 degrés dans le meilleur des cas et 50 degrés. Ces jerrycans-là sont pris dans de la toile de jute qui est mouillée. Simplement l'air passant dessus, même si c'est chaud, a une tendance à plus ou moins le refroidir. Mais je dirais que quand c'est sur un véhicule automobile, ça pose aucun problème parce qu'il y a quand même un effet de vitesse. Maintenant, quand c'est un chameau, 5-6 km/h, ça refroidit pas beaucoup. Alors nous, on avait pris la précaution de mettre des pastilles mini-micropures pour un petit peu désinfecter tout ça. T'y veilles comme de l'or, hein, en fin de compte, hein, parce que c'est quelque chose de tellement précieux. Moi, j'en ai bu 11 litres. Hein. Je ne vais pas les pisser de la journée. Tu as toujours un petit vent, donc tu ne sens pas que tu transpires. Donc ce qui est vraiment traître aussi. Hein. Et moi, l'eau, c'est vraiment précieux. Hein. Daniel Primo a fait un coup de chaud, mais Secondo a refusé de boire
du moment que l'eau avait un goût très particulier, que c'était de l'eau chaude. Alors il faut bien comprendre que de toute façon vous n'avez pas le choix là-bas, c'est que ça peut être de l'eau chaude et de l'eau de très mauvais goût, il faut boire, c'est impératif. Ça s'est traduit par des nausées, des troubles de la vue, et qui dit nausée dit incapacité, du moins impossibilité de se désaltérer. Donc j'ai eu un problème. En fin de compte, il était déshydraté. Donc pour le retour d'Alol, il était un petit peu déshydraté. Il tournait pas de l'œil, mais on sentait qu'il vacillait, quoi. En plus, il faisait quand même plus de 40 degrés. On avait acheté des pastilles de sel pour non seulement se réhydrater, mais aussi prendre du sel, qui est quand même un organe, quelque chose de vital pour notre corps. Et on en avait donné à Daniel, qui je crois ne les a pas. Et il n'aimait pas l'eau, parce qu'on avait mis du micro-pur dans l'eau, il n'aimait pas boire cette eau aussi. Il avait amené du thé, mais le thé, je crois que c'est pire. On sort d'Alol. Daniel, c'était pas évident. Moi, j'ai vu le village d'Amedila. J'ai pris mon sac à dos, je l'ai un peu plus serré et j'ai couru comme j'ai pu pour aller lui chercher une bouteille de coca et vite lui faire boire une bouteille de coca pour un petit peu me le requinquer. Il faut retourner au 4x4. Il faut retourner au 4x4 et donc le 4x4 est quand même à une grosse journée de marche sous le cagnard. Le 4x4 voulait plus redémarrer, mais nous on avait envie de repartir, quoi. Donc il fallait forcément trouver la solution. Donc la solution, ça a été refaire une piste la plus plane possible sur 3, 4, 5 mètres. Et puis Gilbert nous a dit, écoutez, moi mon 4x4 je le connais, on le pousse un peu, il redémarre. On a fait la piste, on est passé sous le 4x4, essayé d'enlever les pierres qui gênaient. Et effectivement, on a un petit peu poussé, et beaucoup poussé, et ça a redémarré. Très peu de villages, d'accord, de petites habitations qu'on peut croiser de temps en temps, des regroupements, on dirait, de nomades, parce que ce sont plus précisément des nomades, d'accord. Leurs maisons, ce ne sont pas des maisons, ce sont des huttes faites uniquement de branchage. Voilà. Et on a l'impression que ces maisons-là peuvent être faites, habitées, et après quitter pour être de nouveau habités, parce que de toute façon ils ont des troupeaux, ce sont des pasteurs, donc je pense que de toute façon ils suivent plus ou moins les troupeaux. Quand il n'y a plus rien à manger dans un endroit, on va dans un autre. L'Afar, c'est l'État dans l'État. Il faut savoir qu'en Éthiopie, les Afars ne sont pas représentés au Parlement éthiopien. Donc c'est vraiment quelque chose de particulier. Les Afars sont des guerriers rebelles, des guerriers vis-à-vis de leur gouvernement. Ils ont leur chef de guerre, en parenthèse, ils sont tous armés, mais de toute façon, il y a un contact qui peut s'établir. On voit vraiment qu'ils sont distants. Il y en a qui sont distants, il y en a d'autres qui sont un peu plus proches, mais ça se passe bien. Mais tu arrives à communiquer par des gestes, en restant paisible, tu arrives à tisser des liens.
l'eau, tu as des puits. Alors ils connaissent très très bien les endroits. Donc l'eau est claire. Lorsqu'on recommence à sortir du canyon, on se trouve sur une zone de plateau, on est déjà à 700 mètres. Et là, il y a de nouveau de l'eau, et l'on trouve les afars avec leurs troupeaux et leur mode de vie. Ou des fois on les voit qui puisent de l'eau, parce que comme on est dans un oued, il y avait des petits points d'eau quand même, on les voit qui puisent de l'eau à un endroit et on ne sait pas d'où ils viennent ni où ils vont aller. Ce qui est étonnant, du moins pour nous, vu d'un œil occidental, ce sont les femmes qui font la corvée d'eau. Alors t'imagines une femme qui porte son bébé, je veux dire, devant elle, et qui porte une cruche de 30 litres calée sur le bas des reins, et qui fait la corvée d'eau 2 fois par jour. Je les trouve beaux, et puis je me dis, mais de quoi on vit là-bas, quoi. Enfin, ils sont dans des huttes avec un peu de bois qui maintient des bouts de tissu qui leur sert de logement. C'est sommaire, mais sommaire dans le sens strict du mot. C'est-à-dire, en fin de compte, pour le feu, c'est un trou qui a été creusé, et puis de part et d'autre a été disposé quelques pierres, et ce trou donc récupère les braises. De là, on fait chauffer l'eau un petit peu pour le thé. On fait chauffer une plaque circulaire sur laquelle on va faire cuire l'injera. Tu manges à côté de ce foyer et tu dors à côté le foyer aussi, quoi. Donc c'est la pièce principale qui est très accueillante. Comment on peut vivre là-dedans, quoi. C'est la simplicité même, c'est l'homme à son état le plus simple et le plus dénudé en fait. Un guide qui en définitive servait pas à grand chose, qui nous a été imposé parce que là aussi il y a une question d'argent, il faut payer un petit peu tout le monde, hein, donc pour que tout le monde gagne sa vie, mais le chamelier à la sortie connaissait très bien le terrain par rapport au guide. Les chameliers, comme on dirait en France, ce sont des gens de la terre, donc des gens qui sont prêts à faire découvrir des choses, qui sont prêts à instaurer le dialogue, qui te tapent sur la main pour te faire voir quelque chose. Et c'est le vrai guide, le gars du pays qui connaît le terrain. Et Ahmed, le guide officiel, est ni plus ni moins le petit copain du grand chef du village qui nous l'a imposé. C'est le chef Afar. Il a d'ailleurs une magnifique montre et un transistor qu'il écoutait parce que lorsque nous nous sommes trouvés en Éthiopie à cette époque, il y avait des gros problèmes sur la capitale. Pour eux, la chaleur, ils la supportent. On voit quand même qu'ils sont touchés, mais ils la supportent beaucoup plus que nous. C'est la coutume du pays. Ah, d'accord, ils ont 2,50 m de tissu qui déroulent et qui renroulent sur eux. Nous étions en pleine période de Ramadan, ce qui n'est pas pour faciliter les choses, parce que nos chameliers n'avaient pas du tout mangé de la journée. Et le soir, nous sommes endormis avec les chants et les prières. Pour faire ce genre d'expédition, il vaut mieux bien se connaître et bien s'entendre. Donc on n'a eu aucune difficulté de ce côté-là. On n'a jamais de difficulté, on a l'habitude de voyager ensemble. Donc ça pose vraiment 4 copains, aucun problème. Surtout je dirais une fille qu'on ne connaissait pas et qui a été admirable. Moi j'ai connu Lionel peu de temps avant et puis lui a fait pas mal de sorties et d'expériences avec ce groupe. Et donc voilà, il y avait quelque chose de programmé et puis
puis j'ai réfléchi à savoir si je m'intégrais ou pas là-dedans, et puis voilà, j'ai eu envie de faire cette expérience. J'ai eu l'habitude de voyager, pas dans ces extrêmes-là, mais de voyager en baroudant tout au long de ma jeunesse, et donc c'est des choses que je connais déjà et qui ne me posent aucun souci. Non, je pense que c'est pour eux que ça a été le plus dur, parce que moi j'ai pas, j'ai pas ce problème-là du fait de mes expériences, mais pour eux je pense que c'est plutôt à eux qu'il faudrait poser la question, parce que moi ça m'a pas posé de problème. Je pense que pour eux ça devait être plus difficile quand même. Cette peur de la fille qui risque, voilà, qui est peut-être plus fragile. L'an dernier, le gouvernement éthiopien a cédé des concessions à des compagnies britanniques pour l'exploitation de la potasse, ce qui n'a pas été du goût des Afars. Et ils ont miné la région autour de Dalol et de l'Ertale. Et au mois de mai, il y a 18 personnes qui sont mortes, notamment 15 ouvriers chinois qui actuellement font une route dans cette région. Les conditions sont extrêmement dures. Amener des touristes là-bas, dangereux. Je dirais dangereux. C'est unique sur Terre. Donc le préserver, peut-être par éviter d'y aller trop souvent, éviter d'en faire une publicité, et puis surtout l'étudier. Des émotions multiples, tout en ce qui concerne la vie de ces gens, ces paysages, et puis Dalol, même l'arrivée à Dalol. J'aimerais y retourner. Oui. J'essaye de prendre toutes ces images dans ma tête et de les garder bien au fond de moi. On nous prédit qu'à cet endroit, dans 50 millions d'années, il va y avoir un océan. Donc on est au commencement de quelque chose, quoi. Et c'est émouvant de savoir qu'on est allé marcher sur quelque chose qui est en train de se créer.